Eh bien, écoutez, bonsoir. Bienvenue à la commission RSE et ODD du CIAL, le Conseil français des investisseurs. Nous sommes ravis, évidemment, de vous accueillir ici en présentiel et en ligne pour suivre euh, le sujet des fondations d'entreprise et de leur impact sur le continent africain. Fondations d'entreprise françaises opérant sur le continent, et pour en parler, nous avons un certain nombre de représentants de formation, puisque c'est l'objectif aussi d'avoir ce retour d'expérience du terrain. Et puis, sur ce secteur des fondations, des partenariats et de la philanthropie plus largement, d'autres intervenants qui vont venir justement partager et compléter ces propos autour de la recherche d'impact en Afrique. Alors, du coup, pour évoquer ces sujets, nous tablerons là deux fondations représentées ici, la fondation Somdia, à travers la présence de Marine Mengti, la fondation reconnue d'utilité publique Avril, voilà, c'est un point sur lequel il faut insister, puisqu'il a ses particularités, vous nous la partagerez, ma chère Kadi. Voilà, je préfère pas mettre d'impair en plus dans les noms et les prénoms. Et puis, pour dézoomer un petit peu, avoir une visibilité sur comment les choses aussi avancent sur le continent, quelles sont les orientations qui peuvent être prises, notamment à l'aune des objectifs du développement durable. Nous avons Stéphanie Franqui de l'AFD, directrice du département de la mobilisation et des partenariats nationaux. Benjamin Plavier, délégué général du Centre français des fonds et fondations. Et Priscilla Boyardi de l'équipe philanthropie de l'OCDE, qui pourra aussi nous parler d'ailleurs de sa séquence à la fin du mois et inviter largement les entreprises françaises pour représenter à ces sessions de l'OCDE Philanthropie Afrique. Voilà, donc écoutez, moi je suis donc Pierre-Samuel Guette, je préside la commission RSE et je serai votre animateur, puisque l'objectif c'est beaucoup plus de vous faire parler. Pour premier tour de table, je propose aux fondations justement de commencer à s'exprimer avec une question qui est partagée au bout du compte, hein, qui est très, je dirais, institutionnelle, mais qui a pour objectif de donner de la visibilité. Quelles sont, Marine Acadi, les ambitions, la vision et les ambitions de vos fondations respectives? Comment vous déployez ces ambitions sur le continent africain auprès des communautés? Marine, le floor is yours. Notre président. Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation pour pouvoir partager l'expérience du groupe Samdia et de ses fondations, de son réseau de fondations. Donc, pour ceux qui ne sont pas peut-être familiers avec le groupe Samdia, on est un acteur très engagé dans l'agro-industrie en Afrique pour le continent africain. Donc, le groupe Samdia, c'est plus de 70 ans d'expérience en Afrique. L'expérience a commencé au Congo avec des minoteries, une huilerie et des sucreries. Donc, historiquement, le groupe Samdia était un groupe familial, en donc présidé et fondé par la famille Ligdrin. Et depuis 2022, on est une filiale du groupe Castel. Donc, on est Castel, le groupe Castel est notre actionnaire unique. Et donc, on est présent dans 6 pays. On a 8 filiales. Donc, dans la minoterie, les sucreries et la transformation de céréales locales. Donc, le groupe Somdia, donc on est implanté en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire et au Togo, en Afrique centrale, au Congo et au Cameroun, et en Afrique centrale nord au Tchad. Donc, on a en effet un fort tropisme en matière de RSE, et l'histoire de la RSE chez Somdia est assez originale, puisqu'on a commencé avec les fondations avant de structurer notre démarche RSE. Donc, dès 2009, le groupe a souhaité en fait adosser à sa vision économique une vision d'inclusion avec les populations environnantes, on est implanté dans des territoires très ruraux, donc très éloignés des centres urbains, où on côtoyait, voilà, nos industries côtoient des villages où on avait pu constater qu'il y avait vraiment voilà, des déficits de développement. Et donc, on a commencé à faire un diagnostic des besoins des populations. Et à partir de 2009, on a construit finalement un réseau de fondations où à chaque filiale, donc dans nos 8 pays, enfin dans nos 6 pays d'implantation et au plus des 8 filiales, on a une fondation, alors qu'on appelle fondation Samdia, mais qui sont des associations de droit local.
et dont la mission est vraiment de renforcer la capacité des communautés locales, de pouvoir faire donc des diagnostics communautaires en allant au plus proche de ces populations et en identifiant leurs besoins, donc notamment en matière d'accès aux soins, à l'éducation. Et puis, on a également à cœur de contribuer à la réduction des inégalités, donc en promouvant l'inclusion économique et en accompagnant en fait ces populations dans des projets et des activités génératrices de revenus. Donc, voilà, c'est en gros la vision avec trois axes forts, comme je viens de le dire, l'inclusion économique, la santé et l'éducation. Et enfin, le développement durable au sens large, c'est-à-dire vraiment l'accès aux soins de base. Donc, je pourrais revenir sur des exemples peut-être plus concrets dans notre mise en œuvre de nos actions. Très bien, donc en fait, une approche très ancrée dans les territoires et Exactement. auprès des populations Exactement. locales. Avec une particularité, c'est la gouvernance des fondations Samdia, puisqu'en fait, les fondations Samdia, donc comme je l'ai dit, c'est un réseau d'associations locales. Donc chaque fondation, en fait, est gouvernée par des collaborateurs bénévoles, qu'on appelle les CSP, Comité Sélection des Projets, puisqu'en fait, c'est sur la base du diagnostic qu'on va orienter la décision de dotation de fonds de la filiale, puisqu'on est vraiment autofinancé. Donc, il y a une dotation de Samdia, une dotation de la filiale pour pouvoir mettre en œuvre les projets. Et bien sûr, quand on a des partenaires, notamment l'OIF, je crois, qui est dans la salle, on a aussi des partenaires qui viennent abonder sur des projets particuliers. Et donc, c'est vraiment un réseau de collaborateurs qui est engagé dans la gouvernance de ces fondations. À Paris, donc au siège du groupe Samdia, il y a un comité d'orientation qui pilote, dont je fais partie, dont Monsieur Parent, le PDG de l'entreprise, fait partie. Et sur place, donc ces comités de sélection des projets qui nous remontent les besoins, on valide. Et il y a également des collaborateurs bénévoles qui mettent leur expertise au service des projets. Donc, par exemple, quand on a des experts en irrigation, quand on doit construire des forages ou des stations de pompage, eh bien, ils sont mis à contribution pour leur expertise. Parfait, donc avec un mécénat de compétences derrière. Exactement. Cathy, comment ça se passe chez vous? Bon, alors, au niveau de la Fondation Avril, je vais dire deux mots. Merci Samuel d'avoir remis en lumière cette spécificité. En fait, on est une fondation reconnue d'utilité publique, issue du monde agricole, donc créée par la filière des oléoprotéagineuses, la FOP. Nous sommes une fondation reconnue d'utilité publique qui porte un modèle très singulier parce que nous sommes une fondation actionnaire. Donc, nous sommes l'unique actionnaire du groupe Avril, ce qui fait que le groupe n'est pas opéable. Bonjour Pierre, je vois un de nos anciens administrateurs dans la salle. Donc c'est quelque chose de civique parce que nous agissons vraiment dans l'intérêt général, jamais seul, toujours en multi-acteur. Et notre gouvernance est particulière parce que nous avons donc nos trois membres fondateurs, donc trois membres issus de la FOP, trois agriculteurs. Donc c'est vraiment c'est une gouvernance, le collège de 9 personnes, hein, trois agriculteurs, trois personnalités reconnues et surtout trois ayants droit, trois ministères, à savoir le MASA, c'est notre ADN, hein, le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, avec qui nous travaillons au quotidien, en fait, sur notre action à l'international, même si c'est Afrique, en fait, on est France, et notamment Afrique. Il se trouve qu'on est beaucoup plus présent en Afrique pour des raisons historiques. Et le ministère de l'Intérieur, qui est aussi à notre gouvernance et qui veille quotidiennement à ce que notre action soit ancrée dans l'intérêt général. Donc ça, c'est vraiment la gouvernance. Et encore merci de m'avoir permis de revenir sur cette spécificité-là et qui explique mieux aussi notre mode opératoire. Aujourd'hui, notre mission est recentrée vraiment, nous arrivons à nos 10 ans et nous avons vraiment recentré notre action sur deux points focus, c'est-à-dire c'est l'accès à l'alimentation saine et durable pour tous, l'alimentation, et durablement produite, et vraiment pour tous, et la dynamisation des territoires ruraux. C'est-à-dire que nos actions sont de fait sur la dynamisation de territoires ruraux. Les deux sont souvent cochés, mais voilà, on reste flexible et sur les accompagnements. Notre périmètre aujourd'hui sur l'Afrique, nous sommes sur 7 pays. 7 pays, donc je vais faire Rwanda, Éthiopie, Maroc, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Madagascar. Nous sommes en train de travailler sur l'Afrique du Sud et le Mozambique. Et nous travaillons de trois manières
différentes. Notre premier mode opératoire est un mode opératoire un peu plus où on va amorcer des projets, c'est-à-dire faire en sorte que les projets se passent. J'illustrerai tout à l'heure, bien sûr, dessus. C'est notamment le cas en Côte d'Ivoire, où nous travaillons avec l'AFD en cofinancement sur un texte pour amorcer un travail sur la filière soja. Donc, tout ce qui est vraiment axé protéines végétales. Nous accompagnons aussi. L'accompagnement, nous le faisons via des partenariats qui sont structurés. Nous avons travaillé pendant une bonne année. Nous sommes à la fin d'un beau processus de recentrage de nos partenaires, avec le choix de partenaires stratégiques que nous allons accompagner. Dans le premier, quand on amorce, on va chercher de la ressource financière, bien sûr, mais aussi de la ressource technique dans la filière. Donc, on va vraiment mobiliser de l'expertise, en l'occurrence là sur le soja, sur toute la filière. Je reviendrai dessus après. Lorsque nous accompagnons, le choix se fait sur des partenaires qui sont aujourd'hui identifiés. Nous sommes tout à fait transparents dans notre gouvernance. Nous avons un partenariat stratégique avec l'Agri-Agence FERT, avec Agri-Sud International, avec la CMAE, c'est l'interprofession française des semences, avec AFDI, les agriculteurs français pour le développement international, et d'autres partenaires qui sont satellites qui sont autour, mais vraiment, ces partenariats sont vraiment des partenariats des structures qu'on accompagne dans un but très, très, très particulier, c'est que nous cherchons à ce que les actions soient pérennisées. Donc, souvent, on va arriver sur la phase 3 de pérennisation ou de capitalisation pour que lorsque les gens sortent, nous, on reste, puisqu'on est sur des sujets structurants. Et le dernier mode opératoire que nous avons, je m'arrêterai là, c'est que nous aimions bien aussi catalyser des projets. C'est-à-dire qu'un exemple très clair, avec la fondation de l'Institut Agro Montpellier, nous échangeons, c'est notre écosystème, et nous nous rencontrons dans beaucoup de structures, et nous nous sommes rendus compte en fait qu'il y avait excusez-moi le terme, un énorme trou dans la raquette, par exemple sur les formations autour des légumineuses, de niveau bachelor, master 1, master 2. Et donc, nous avons initié une chaire partenariale, que nous avons signé notre accord en juin, et nous venons d'accueillir, demain, j'accueille la coordinatrice que nous venons d'embaucher, pour travailler sur vraiment cette offre de formation en continu continu ou formation initiale, pour former vraiment les acteurs ou actuels ou de demain sur ce sujet légumineuse. Et nous avons choisi une légumineuse particulière, en l'occurrence le niébé. Pourquoi? Parce qu'il y a une connaissance endémique en fait dans le sud que le nord n'a pas sur la consommation de ces légumineuses-là. Le nord a une connaissance sur la production que le sud n'a pas. Donc l'idée, c'est vraiment de venir catalyser ces projets-là de manière à ce que le savoir nord-sud, sud-nord soit dynamique et on crée ces formations-là qui après seront bien sûr mis aux mains de la filière. Donc je parle de catalyse, c'est volontaire, c'est des projets en moyenne 2-3 ans, mais que nous allons mettre dans les mains de la filière. En l'occurrence, c'est une Livia, pour qu'après, la partie de formateur soit effectuée par l'interprofession de la filière. Très bien, très intéressant. Je vais passer la parole à Stéphanie, puisqu'en fait, il a Oui, une dynamique assez partenariale, déjà, même ne serait-ce qu'entre vous deux. Mais c'est aussi une notion qui est relativement peu connue, en tout cas sur laquelle il mérite toujours plus d'éclairage sur les partenariats que la AFD développe et fonde avec les fondations et associations. Mais là, pour le coup, on pense oui, aux fondations d'entreprises et notamment aux entreprises qui nous écoutent actuellement. Alors, moi, je suis ravie, merci beaucoup de nous avoir proposé d'intervenir. Déjà, on est partenaire avec tous. Donc, effectivement, on est une plateforme partenariale, on est une banque de développement qui ont cette particularité de travailler aussi avec la société civile et donc avec la philanthropie, qu'elle soit internationale ou nationale. Alors, bien évidemment, les enjeux de RSE pour nous sont très importants parce que lorsqu'on finance tout projet à une filiale secteur privé, les enjeux, bien sûr, environnementaux et sociaux sont pris en compte puisqu'on a des plans de gestion environnementaux et sociaux dans tous les financements que nous faisons, que ce soit d'ailleurs côté public ou côté privé. Mais pour revenir aux enjeux même de philanthropie de RSE, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est que de façon un petit peu naturelle, on a fait une étude entre 2015 et 2023. On a eu 140 millions de cofinancement de fondations françaises, et là je dis bien de fondations françaises, d'entreprises sur des projets de notre initiative OSC. Donc, notre initiative OSC, c'est une initiative qui permet en fait, c'est un appel à manifestation d'intérêt, et il y a des OSC, donc des ONG françaises,
quelques fondations d'utilité publique. Donc, d'ailleurs, je disais que vous aviez la même structure que Pierre Fabre. On est deux. Voilà, Nous sommes et, les deux. qui est elle aussi une fondation opératrice. Mais donc là et en Afrique aussi. Mais pour nous, c'est extrêmement intéressant. On a la Fondation Air France, on a bien sûr la Fondation de France qui est nos partenaires. On vient de re-signer avec eux un accord là, triennal. Mais on voit que donc naturellement, on allait vers les mêmes projets. Et aujourd'hui, donc 140 millions d'euros sur 8 ans, c'est beaucoup. 2024-2025, c'était nos plus grosses années sur ce dispositif en termes de financement, donc ça n'a fait que croître. Et on est vraiment aujourd'hui en plus dans une réflexion lorsque l'on signe des partenariats stratégiques avec des grands groupes français. Donc on vient de signer avec Orange, par exemple, dans une réflexion avec leur fondation associée. Et on a signé aussi un partenariat stratégique avec le groupe Suez. Et je reprends votre exemple de Cher, puisqu'on a aussi lancé la Cher pour tous avec Suez et AgroParisTech, qui a permis, par exemple, de former 400 personnels qui retournent après, notamment en Afrique, c'est essentiellement en Afrique d'ailleurs, hein, travailler et apporter aussi l'expérience française, les connaissances en matière technologique dans les opérateurs, notamment publics. Donc, c'est des choses que nous, on souhaite développer, donc avec ces partenariats stratégiques avec des grands groupes français, mais aussi plus globalement avec toutes les entreprises françaises. Donc, dans cette logique-là, parce que Somdia, on vous connaît aussi parce qu'on vous a financé il y a longtemps, à l'époque, Villegrain, mais on a vu tout ce que vous pouviez faire sur le terrain, mais souvent, effectivement, c'est des collaborateurs bénévoles. Effectivement, souvent, c'est des personnes qui vont rester vraiment aux alentours de la plantation, aux alentours en fait de l'endroit où vous avez fait l'investissement, où les filiales sont implantées. Et nous, on aimerait vous amener à réfléchir avec nous un petit peu plus largement, en se disant, en fait, aujourd'hui, on a une société civile française qui travaille main dans la main avec beaucoup d'opérateurs sur le terrain qui sont souvent trop petits, notamment les OSC africaines. Alors aujourd'hui, il y en a certaines qui sont éligibles à notre directement parce qu'elles ont grandi, elles sont matures. Mais on voit très bien que la combinaison OSC française très mature et donc celle que vous avez citée, le Sud, mais bien d'autres en fait, nous permettent de créer des projets avec un impact et une visibilité plus importante. Aujourd'hui, les fonds publics se tarissent et on se rend compte que ces projets qui étaient justement assez pérennes, où on rentre dans des phases 3, où on aurait besoin en fait peut-être de se mettre tous ensemble dans certains pays en se disant ben, il y a des projets éducation, il y a des projets santé, il y a des projets qui sont plus souvent des projets plus ou moins nationaux. Eh bien, allons-y, passons-les à l'échelle en collaborant tous. Et ça nous permettrait, je pense, d'avoir un impact et une visibilité plus importante et de montrer ce que peut faire en fait effectivement une entreprise lorsqu'elle s'investit avec d'autres partenaires. Moi, je suis très sensible à la qualité du travail qui est fait par les fondations. Et nous, vraiment, mais on voit qu'aujourd'hui, le ticket moyen, lorsqu'on a une fondation française, c'est à peu près 38-40 millions d'euros, 38 000 euros, je vais y arriver, par projet. Ouais, sinon c'était magique. Par projet. Mais ça, je m'emballe, c'est parce que tout de suite, j'étais tellement. Mais on voit bien qu'en fait, ben, on arrive à fédérer. On m'a toujours dit, moi, les fondations, elles aiment bien avoir, les fondations françaises, elles aiment bien avoir leur visibilité, elles n'aiment pas être à plusieurs. On a fait la tentative en Égypte avec une fondation égyptienne, c'est la Fondation Service, que connaît très bien le CDE. Et on a financé ensemble un projet d'une ONG française qui s'appelle SAMU Social International. On l'a d'abord financé ensemble. On s'est dit, bah, vous êtes une fondation d'entreprise égyptienne, vous voulez travailler en Égypte. Nous, on est on veut appuyer de la RSE et des projets d'ONG dans votre pays, cofinançons. On a trouvé beaucoup de projets communs. Et puis sur ce projet SAMU Social, on s'est rendu compte qu'il était beaucoup plus intéressant d'associer d'autres fondations de pays. Enfin, c'est un pays, l'Égypte, où on a des entreprises françaises assez importantes du CAC 40 notamment, qui sont présentes et qui faisaient chacune des petites choses dans leur coin. On leur a dit, ben non, venez avec nous. Et là, tout d'un coup, ils se sont rendus compte que chacun pouvait financer une partie de la composante du projet, donc avoir sa propre visibilité, mais pouvoir rayonner sur un projet beaucoup plus impactant. Et donc, du coup, avec une dimension qui est tout autre, même au niveau national, avec une véritable visibilité. Et donc, on
on a maintenant la Fondation Carrefour, la Fondation L'Oréal, la RATP, la Fondation RATP, et d'autres, voilà, et d'autres Décathlon qui se sont mobilisés avec nous autour de SAMU Social pour grandir le projet et lui apporter cette visibilité dans le pays. Maintenant, voilà, on est sur plusieurs villes, c'est un enjeu un peu différent. Et on croit beaucoup à cela aussi. On se dit, on doit être en capacité de pouvoir apporter ça. Et donc, je soumets à votre... Pour laisser parler après mes collègues, parce que moi, comme ça, j'aurais fait le tour, mais je soumets une idée. On sait très bien que la fiscalité est un enjeu pour les entreprises aussi, pour les fondations aussi. Nous, on est prêt à faire un fonds de dotation côté AFD pour pouvoir venir abonder dans notre initiative. Donc, IOSC, il y a 600 projets actifs actuellement. Donc, il y a vraiment tout ce que l'on peut vouloir financer dans des pays, les passer à l'échelle. On est prêt à discuter avec chacun d'entre vous séparément, même quel que soit le montant, mais à se dire, on investit quand même, on essaye de se structurer, d'investir ensemble sur certains, peut-être même dans des pays. Finalement, on va beaucoup l'éducation sortir, la santé sortir, des enjeux voilà, d'appui à certaines communautés, beaucoup l'entrepreneuriat. Et nous, on a vraiment des partenaires incroyables avec des projets extrêmement bien ficelés, bien montés, des formations après qui peuvent être déployées différemment, et on a besoin en fait de tous. Donc, si c'était quelque chose qui vous intéresserait, nous, en tout cas, on est prêt à essayer de mutualiser. Un appel à la coalition. Bah, c'est Coalition ça. autour Et il y en a, des enjeux et des territoires. je- C'est déjà le cas, c'est déjà engagé. et il y en a, je veux Oui. juste citer Esprit de famille, hein, parce que Oui. c'est quand même une coalition de fondations. Et puis la fondation Chanel aussi qui a créé cette coalition pour l'inégalité de genre. Voilà. Voilà. Donc ça existe déjà, les fondations se sont elles-mêmes déjà regroupées. Donc nous, on vous propose ce lien avec la société civile ONG. Faciliter le travail pour passer la parole à Benjamin qui va nous parler justement un peu de l'état des fondations, de la situation actuelle et notamment des questions de financement, puisqu'on connaît tous les problématiques, toutes et tous les problématiques liées à l'aide publique au développement, mais aussi pour nous parler de ces coalitions qui fonctionnent sur le terrain, sur le continent. Bien évidemment, s'il y a des belles pratiques qui existent ailleurs, hein, on peut s'en inspirer, on peut les évoquer. Euh, mais voilà, Benjamin, the floor is yours. Je suis venu avec quelques chiffres. On a fait une petite enquête et c'est là où je me suis aperçu que les chiffres sont finalement assez parcellaires. Mais je vous les donne quand même parce que on peut en tirer quelques enseignements. Le paysage des fonds et des fondations, puisque nous, on recense l'ensemble des fonds et fondations français, c'est à peu près 7500 organisations. En vrai, c'est un peu moins, parce que là-dedans, il y en a qui sont complètement inactifs depuis longtemps, donc ils sont juste dans le journal officiel, mais ils ne bougent plus. Si on regarde, on est à un peu moins de 5000. Quand vous regardez dans les statuts, parce que nous, on fait cette analyse-là, et que vous regardez celles qui décrivent le fait qu'elles agissent à l'international, on a 153 organisations. Ça fait beaucoup moins. Ça fait nettement moins. Donc ça fait même peur quand on ramène ça au ratio de 4500 organisations actives. Et si je vais un cran plus loin, je peux même vous dire que dans les 153, il y a 62 fondations d'entreprise. Voilà. Donc ce qui est finalement faible. Alors il y a aussi des fonds de dotation, une soixantaine. Il y a 6 FEUP, donc il doit y en avoir 2 d'entreprises et puis 4 autres que je n'ai pas en tête, mais qui disent agir à l'international. Il y a quand même quelques éléments, si on veut rester sur le sujet fondation d'entreprise, c'est que finalement, fondation d'entreprise, ça ne canalise pas l'ensemble des actions que les entreprises veulent faire à l'international. Ça, c'est une des magies du système juridique français, c'est que si vous êtes une entreprise et que vous avez envie d'agir, vous pouvez créer une fondation d'entreprise, vous pouvez créer un fonds de dotation, vous pouvez créer une fondation abritée, comme par exemple BNP Paribas qui est abritée chez la Fondation de France. Donc vous avez voilà, les fondations d'entreprise ne recensent pas l'ensemble de paysages. Et puis bien entendu, il y a tout ce qui se fait en mécénat en régie directe, où voilà, ça ne passe pas par le canal philanthropique. Donc on peut se dire que ce chiffre, il est quand même largement sous-estimé, mais quand même, ça donne un enseignement qui est le fait de se dire que les fondations qui revendiquent statutairement d'avoir un objet à l'international, elles sont finalement assez faibles. Vous avez quand même aussi beaucoup d'autres fondations qui agissent, mais l'action à l'international n'est qu'un des volets de leur action et ils n'ont pas forcément écrit dans leur statut.
Alors ça, c'est un premier point, mais après, il y a des choses intéressantes à observer. Première chose intéressante, c'est qu'on voit que dans celles qui agissent à l'international, vous en avez une moitié, une bonne moitié, qui disent agir sur l'Afrique. Et quand vous regardez encore un peu plus finement, ça c'est avec le ministère des Affaires étrangères qui avait analysé ça, on s'aperçoit qu'on va être plutôt sur des pays émergents que sur des pays en très grande pauvreté. Pourquoi? Parce que dans les pays émergents, c'est souvent là où les entreprises en question peuvent avoir des implantations. Voilà, donc les grandes situations de détresse absolue ou de guerre ne sont pas forcément traitées, sauf l'hypothèse des situations d'urgence. C'est plus l'aide humanitaire. Voilà, là, ça va être l'aide humanitaire et les situations de catastrophe. L'autre point assez particulier qu'on a pu regarder, quand même, c'est que tendanciellement, les fondations françaises qui agissent à l'international vont plutôt être ce qu'on appelle les opératrices que les distributrices. On n'est pas dans la tradition anglo-saxonne par exemple, la Gates Foundation qui distribuait à un moment beaucoup d'argent au tissu associatif. On va plutôt être sur des opérateurs dans la santé, si vous prenez Fab, si vous prenez Mérieux, si vous prenez Pasteur, si dans l'éducation, si vous prenez Simplon, si vous prenez Voltaire, vous êtes plutôt sur voilà, ils vont en gros piloter leur propre programme avec leurs propres équipes, pour Pasteur, même leur propre labo de recherche. En gros, on est bien sur l'accès aux soins, sur l'éducation, sur l'alimentation, et plutôt avec des programmes portés en propre. Donc c'est souvent ça n'est souvent pas la solution pour arriver à financer malheureusement des projets qui peuvent être portés en propre. Il y avait un rapport de 2018 de l'OCDE qui disait que sur l'aide au développement, si vous preniez le poids total de la philanthropie, c'était à peu près 24 milliards, et ça représentait à l'époque, évidemment, ça représenterait plus maintenant, vu que l'aide publique a beaucoup baissé, mais ça représentait 5%. C'est 8%. Combien? C'est 8%. C'est 8%, voilà. Ça a augmenté, Ça mais ça reste relativement à faible. cause de la baisse de l'aide publique. Voilà. C'est pas possible. oui, voilà, il y a une mécanique qui est un peu la russe. Donc ça a augmenté, mais ça reste relativement faible. Et dans ces 8%, on est quand même encore largement dans du financement qui provient d'organisations anglo-saxonnes et pas des organisations françaises. Donc voilà, tout ça pour dire que quand on a des discussions, c'est un peu souvent le cas dans le monde des fondations. C'est aussi le cas en France avec des sujets très locaux qu'on peut avoir aussi. Je pense par exemple aux enjeux d'insertion en ce moment ou d'égalité homme-femme, où effectivement il y a des vrais enjeux franco-français. Souvent, les acteurs associatifs, les porteurs de projets viennent nous voir en disant, bon, voilà, les financements publics s'arrêtent. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les fondations? La magie de la philanthropie, on va réussir à quelque chose. Non, malheureusement, il faut tout de suite arrêter ce mirage. En termes de compensation, ça ne va pas être possible de mobiliser les fondations, et en particulier les fondations d'entreprise, pour être à la hauteur de la perte de financement. Ça ne veut pas dire qu'on va rien faire, bien entendu, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être attentif à toutes les initiatives. Il y a deux manières de réagir, effectivement, et je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit, Stéphanie. Souvent, on croit que chaque fondation a envie d'agir dans son couloir de nage, qu'elle veut sa marque, et à partir des fondations d'entreprise, qu'elle veut être reconnue, etc., etc. Bon, ok, il faut que la marque soit présente quelque part, mais la volonté d'agir en collectif parce qu'on sait que c'est plus efficace, c'est vrai que ça existe, et c'est vrai que ça se développe beaucoup dans le monde des fondations. Vous avez cité des thématiques. Effectivement, la Coalition pour une philanthropie féministe, c'est une série de fondations qui se sont mises ensemble pour développer des travaux de recherche, faire de la prise de parole. Voilà. Vous avez des initiatives territoriales qui se mettent en place en France et qui peuvent servir de modèle sur des choses qui peuvent être faites à l'international. Les fondations territoriales, ça existe avec des collectifs d'acteurs qui se regroupent et qui disent on va être sur une thématique ou on va être multithématique, sauf qu'on accepte, au lieu que ce soit notre fondation qui soit visible, on crée un collectif et on fait partie d'un collectif. Donc ça, ce sont quand même des choses qui se développent beaucoup, et de toute façon, c'est assez incontournable. Quand on veut agir à l'échelle d'un territoire, il faut être capable de faire ça. Et le deuxième point d'appui qui est extrêmement fort, je pense, c'est que on a avec nous des interlocuteurs publics qui eux-mêmes subissent les baisses de financement et qui, du coup, sont de plus en plus en recherche de solutions, et ils disent on est ouvert à ce qu'on puisse partager ensemble. Les organisations publiques, c'est quand même souvent ce qu'il y a le mieux pour faire la détection des besoins, l'identification de ce qui doit être des priorités publiques. Et ensuite, par contre, ça peut être échangé avec des fondations qui sont des bons intermédiaires, justement,
pour la mise en action, pour le travail avec des associations de terrain. Et là, on peut effectivement construire des choses intelligentes. Alors, on voit effectivement cette logique de fonds de dotation un peu se développer. Bon, quand je vais au ministère de la Culture, ils me disent la même chose. Quand je vais voilà, effectivement au Quai d'Orsay, ils disent la même chose. Donc effectivement, on voit bien que ces logiques se mettent en place. Elles sont bienvenues et je pense que là, les fondations ont complètement un rôle à jouer parce qu'à défaut de financement, on peut peut-être aussi amener de l'expertise, des compétences, de la méthode, de la capacité d'innovation, de R&D. Et ça, je pense que c'est plutôt sur ces aspects-là qu'il va falloir miser plutôt que sur le financement pur où ça ne sera pas à l'échelle des besoins. On va aller sur le faire ensemble. On voit d'ailleurs la dynamique de l'AFD qui est justement de travailler en partenariat. On abordera la question justement de partenariat avec les collectivités territoriales, à la fois françaises et africaines, dans le cadre de la coopération décentralisée et la place qui peut être donnée aux entreprises et sur ce qu'on peut faire ensemble. Merci beaucoup Benjamin. On va dézoomer pour bien focaliser aussi sur le continent africain et avoir un peu une vision sur l'état de la philanthropie en Afrique, sur la base de questions qu'on a préparées ensemble, hein. Donc il faut juste que je me les remette en tête. Priscilla, comment le paysage mondial des dons philanthropiques en Afrique a-t-il évolué ces dernières années? Comment les partenariats évoluent-ils? Merci beaucoup pour la question. Donc, surtout merci pour l'invitation, je suis très ravie. Je m'appelle Priscilla Boyard et je dirige l'équipe philanthropie au sein du Centre de développement de l'OCDE. Donc, on a un centre sur la philanthropie, on collecte des données sur les financements des fondations pour le développement. On a une base de données de plus de 380 fondations qui opèrent à l'international ou au niveau national. Donc, on a aussi une base de données des fondations qu'on appelle domestiques nationales, notamment Sawiris et des autres fondations qui travaillent directement en Afrique. Et donc, vous avez déjà évoqué la baisse de l'aide au développement, 9% en 2024, on connaît très bien. Les projections sont très, très négatives et on voit de plus en plus un intérêt à travailler avec les fondations et surtout, on pense que les fondations pourraient effectivement combler les vides. Voilà, les données qu'on collecte montrent très clairement que ce n'est pas du tout possible. Voilà, on est tous d'accord. On est en train de travailler sur le rapport 2026 sur les données 2020-2023 et déjà on voit qu'on a un total de 66 milliards d'euros investis par la philanthropie à l'étranger. Et en fait, on parle de 66 milliards d'euros, c'est rien par rapport à l'APD. Donc l'APD, c'est 45-50 milliards par an. Donc c'est vraiment un raisin et un melon. Voilà. Mais en même temps, on voit que la philanthropie est de plus en plus engagée, surtout dans des pays africains où on voit une baisse très forte de l'aide au développement. Donc là, c'est un peu, on voit que la philanthropie s'engage de plus en plus où l'APD diminue. Donc ça, c'est intéressant. Mais voilà, 3 messages très clairs de notre rapport. Le premier, la philanthropie est limitée par rapport à l'APD, donc on ne peut pas penser de combler les vides avec les fonds de philanthropie. Mais deuxième point, on sait encore trop peu de ce que les fondations font à l'étranger. Donc là, je pense que vous avez dit 140 millions. Les fondations françaises. Les fondations françaises. Les fondations françaises financent notre dispositif, mais projet par projet, Okay. C'est-à-dire sans qu'on ce soit concerté. Mais quand on regarde les cofinanciers sur les projets que nous finançons, c'est 140 millions en 8 ans de fondations françaises. Voilà, nous, avec les données qu'on a, on a juste des données pour 4 fondations d'entreprises françaises. Donc là, déjà, on n'arrive pas à trouver les données ou à recevoir les données. Ceci est un appel aux fondations d'entreprises françaises pour venir référencier un peu aussi du côté de l'OCDE, venir nourrir les débats et les échanges, puisque à la fin du mois, il y a une séquence dédiée à la philanthropie en Afrique. En gros, identifiez-vous, inscrivez-vous. Oui, partagez les données, parce que là, si on veut vraiment construire des partenariats, on a besoin de savoir où vous travaillez, qu'est-ce que vous faites, parce que sinon, ça reste vraiment anecdotique. Oui, des histoires, on raconte un peu des cas et tout, ça, mais on n'a pas vraiment la base de données forte pour s'appuyer, pour voir un peu comment la philanthropie travaille. Et j'ai vu dans les panels de la session de la fin du mois, Philanthropie Afrique,
une absence de français Oui, pour parler. Donc, c'est un peu dommage de ne pas avoir le retour d'expérience des fondations d'entreprises françaises dans ces panels. Alors, je cherchais à nourrir, à compléter et donner un peu de mal, évidemment, mais cet appel est, voilà, il est là aussi pour ça, pour dire à Air participer, France oui. et dans Chanel sont présents, je crois. On a Chanel, Cartier aussi, ben, Cartier même s'ils sont Ils sont suisses. Donc, suisses, bon. voilà. Et non, mais on a eu Fondation Orange, par exemple, l'année dernière. Oui, mais il s'agit toujours, c'est un peu difficile vraiment d'engager les fondations d'entreprises françaises dans notre débat. Donc oui, c'est surtout un appel pour tout ça. Deuxième point qu'on voit, les ressources des philanthropiques sont vraiment concentrées au domaine de la santé, de l'éducation surtout, mais vraiment surtout dans le domaine de la santé. Et ça, c'est très intéressant parce que si on veut construire des partenariats, encore une fois, il faut bien comprendre pourquoi la philanthropie s'engage surtout dans la santé et dans le secteur de l'éducation. Mais les ressources sont aussi concentrées au niveau géographique. Donc, presque des 14 milliards d'euros ont été investis en Afrique subsaharienne, du total de 17 milliards d'euros qui ont été investis en Afrique. C'est très intéressant à voir aussi qu'il y a des pays comme la Nigeria, mais aussi l'Afrique du Sud qui reçoit la majorité des ressources. Donc, il y a encore un peu de travail à faire pour mieux comprendre ce qui se passe dans les autres pays. L'autre problème qu'on a en ce moment-là, on voit que la philanthropie, encore une fois, domestique, donc nationale, est en hausse, mais on n'arrive pas vraiment à comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de certains pays. Parce que, comme vous l'avez évoqué en France, aux pays africains, c'est la même histoire. On voit les fondations, mais il y a aussi pas des fonds de dotation, mais il y a aussi des remittances, des autres fonds de philanthropie qu'on n'arrive pas vraiment trop à comprendre. Donc, on est très engagé comme centre sur la philanthropie pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans les différents pays africains au niveau de la philanthropie nationale. Voilà, c'est un peu ça. Au niveau des partenariats, juste pour terminer, comme la question c'était aussi qu'est-ce qui se passe au niveau des partenariats, on a dans notre base de données, on a des informations sur les cofinancements. Donc, on voit que on a plus ou moins 3 milliards de projets de cofinancement qu'on est arrivé dont on a des données pour l'année 2020-2023. Il s'agit de seulement 72 fondations, de 300 en plus, nous ont dit oui, on a des projets de cofinancement, on est intéressé à vous donner tous les détails des projets de cofinancement. Ça veut dire que peut-être deux choses, on ne sait pas trop, mais encore, un, qu'il n'y a pas assez de projets de cofinancement, ou bien deux, qu'il n'y a pas un partage des données de la partie des fondations. Donc, les fondations ne sont pas à l'aise à partager les données sur le projet de cofinancement. Et donc, encore une fois, il s'agit de 3 milliards sur un total de 66 milliards. C'est vraiment très peu ce qui est donné à travers des projets de cofinancement par rapport aux donations faites directes, voilà, bilatérales. Est-ce que je peux juste peut-être rajouter un petit mot sur les fondations d'entreprise? Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est assez aussi troublant. Prenons même le cas de Total. Total, la fondation Total est partout dans le monde, mais la fondation Total, entreprise, elle ne travaille qu'en France. Parce qu'elle a vocation à travailler qu'en France. La RSE Total, elle est faite par l'équipe et le département RSE de l'entreprise. Donc là, quand on est dans une commission RSE, il y a aussi ce fait qu'il y ait la fondation, elle n'a pas forcément l'objet premier, Orange par exemple, tout ce qui est numérique, accès au numérique pour tous, etc., c'est fait par la RSE d'Orange, donc les Orange Digital Center que vous connaissez, qui sont dans tous les pays africains. Ça, c'est Orange. La fondation Orange, elle est sur de l'éducation, secteur primaire, qui est décorrélé du sujet Orange cœur métier. Alors que là, voilà, et là, on est quand même sur... C'est un peu la complexité, je trouve, des fondations d'entreprise aujourd'hui, parce que du coup, elles sont pas tant dotées, et finalement, la RSE du département de l'entreprise est parfois plus dotée. Et donc, du coup, lorsque l'on parlait justement de dire ensemble dans certains pays à l'international l'intérêt de travailler sur certains secteurs, on penserait que la fondation naturellement serait intéressée. Ils me disent, mais non, mais pas du tout. Moi, ça, c'est la RSE de l'entreprise et j'ai rien à voir avec. Donc, ça crée. Non, mais ça Il n'y a crée. rien à voir avec, Non, mais c'est vrai qu'il y a une répartition. Il y a des gouvernements qui sont très organisées, surtout pour les fondations.
parce que c'est important qu'il y ait un bilan. Mm. Il y a d'abord, il y a aussi de l'historicité, c'est-à-dire que la RSE peut venir après les fondations. Les fondations ont pu venir de manière naturelle, dans une dimension purement philanthropique, choisir un thème, choisir un sujet. Et puis, si on prend le cas d'Orange, l'initiative d'impact RSE est très corrélée au business. Ouais. Bon, et à partir du moment où cela répond, je dirais, à un enjeu qui est à la fois un enjeu sociétal et un enjeu business pour l'entreprise, elle ne va pas le mettre dans sa fondation. Elle ne va pas le défiscaliser. Elle ne va pas défiscaliser le fait de développer son écosystème numérique. Voilà, c'est si on fait voilà. Donc derrière, après, il y a des articulations en interne. Bon, et puis en effet, il y a des reportings qui sont. Et il y a aussi des silos partout. Et si on veut ajouter un peu de complexité, parce que jusqu'ici c'était simple, Ouais. c'est ça? Mhm. Toujours sur l'exemple Orange, dans quelques pays africains Ils ont très, leur très, propre très fondation. organisés, ils ont non seulement leur propre RSE, mais aussi leur propre fondation, qui peut elle-même agir sur plusieurs pays et Ils pas ont simplement sur le pays. Donc, Et ils ont la fondation. exactement. Bon, l'important, c'est qu'ils consolident l'impact et qu'à la fin, on ait une visibilité sur l'impact total, quels que soient les leviers qu'ils utilisent justement pour agir. Moi, Mais ça- je vois cette coordination en interne et je vois à la fin cette finalité qui est d'avoir un réel impact intentionnel, additionnel, mesurable et communicable, puisqu'il faut en plus, je dirais, donner la visibilité à ces éléments. Mais bon, Ouais, ça complexifie, disons, quand on veut s'articuler. ouais. Et juste pour terminer pour nous, parce que au-delà des fondations, donc il y a ces départements RSE qui peuvent aussi passer par des ONG françaises. J'insiste sur ce point-là parce que là aussi, ce lien, il doit être fait. On bénéficie aujourd'hui d'un outil qui est mis en place, qui fait du monitoring, qui fait de la compliance, donc de la conformité, qui fait des audits, etc., et qui permet à des entreprises, à des ONG françaises et locales de continuer à porter aussi les valeurs françaises. Parce que là, par exemple, aujourd'hui, on a fait passer un dossier qui est un dossier avec une ONG locale. Alors, c'est en Amérique latine, certes, mais sur du commerce équitable, qui fait travailler une dizaine d'ONG sur un territoire, sur un secteur dont les entreprises françaises s'approvisionnent. Donc, c'est une sécurisation d'approvisionnement avec justement tous les enjeux aujourd'hui aussi, eh bien, de redevabilité que nous avons et de transparence que nous avons sur ces sujets de chaîne d'approvisionnement et de chaîne de valeur. Moi, je pense quand même qu'il faut peut-être au niveau français, parce que lorsqu'on regarde au niveau international, nous on travaille avec la Gates. La Gates, elle a son business. Elle va nous dire, on veut travailler dans tel pays sur tel sujet. Est-ce que vous êtes d'accord pour travailler avec nous et avec le gouvernement? Et on va travailler sans possibilité vraiment d'agréger d'autres personnes parce qu'ils ont un point de vue extrêmement précis. Ils sont opérateurs eux-mêmes et ils n'ont pas, enfin, c'est difficile de les faire bouger. Une garde libre. Voilà, parfois ils arrivent avec des idées Ouais, très arrêté. Hors sol. Ouais. Mais ils ne sont pas vraiment mais dans c'est un. C'est leur sujet. Oui, c'est leur sujet, mais surtout, ils ne sont pas dans un écoute. Voilà, des besoins locaux. Voilà, des besoins locaux sont. C'est-à-dire, bon, bah voilà. Ça, c'est- Alors, nous, en tout cas, puis ils ont les moyens. Ils arrivent avec des. Oui, ils arrivent en finançant. De Donc, toute manière, de facto, c'est intéressant de travailler avec les fondations locales, même si je comprends, elles sont très petites. Mais on travaille avec elles toujours. Mais ils ont au moins une idée de ce qui ont, les besoins locaux des populations locales. Si on travaille avec toujours Gates, Rockefeller, c'est toujours ça. Ouais, bah, nous, on essaie, on travaille un peu. Doivent être un peu. On travaille un peu aussi avec eux, mais beaucoup moins qu'on travaille avec les OSC locales, les OSC françaises. Mais on voit par exemple des OSC comme aussi la Fondation Agapan, parce que c'est intéressant, c'est un partenaire de très longue date de l'AFD et du ministère des Affaires étrangères français sur le territoire africain, plus généralement sur l'Afrique de l'Est. C'est un partenaire étonnant, parce que là, pour le coup, on est vraiment dans la recherche du besoin local, d'une identification du besoin, on le remonte et on arrive à faire des choses, des projets vraiment très structurants et très intéressants. On a fait un très beau projet de cancérologie, d'oncologie avec eux en Tanzanie, avec l'Institut Curie.
qui est remarquable par la structuration et la pérennité du projet derrière, même en termes de formation des médecins, etc. Et là, on arrive à combiner des choses. Ouais. Mais je pense qu'il y a quand même une réflexion à avoir de la part justement de vous, les fondations. Non, mais je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, la discussion sur comment les fondations sont organisées au niveau opérationnel, voilà, de gouvernance et tout ça, parce que c'est vrai qu'on a une base de données sur voilà, 5% va à l'éducation, 17%, mais c'est encore plus intéressant de comprendre encore une fois pourquoi les fondations et voilà, les départements ADC et tout ça fonctionnent de la manière dont elles fonctionnent. Parce que si on ne comprend pas pourquoi elles sont organisées dans une certaine manière, c'est Alors, très difficile de parfait. construire le Ça partenariat. permet de faire circuler la parole sans vous mettre sur le grill. Comment est-ce que vous fonctionnez sur vos gros problèmes? Voilà. Si tu veux passer la ligne, je t'en prie. Sachant que moi, voilà, les discussions m'ont inspiré plusieurs réflexions. Alors, Déjà, je pense qu'on n'est pas du tout dans les radars de vos... voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas de fondation à Paris. Tout se passe en Afrique et ce sont, comme je l'ai dit, un réseau d'associations de droit local. Donc, c'est la fondation, on a des filiales au Cameroun, c'est la Sosucam, enfin, on a des filiales qui sont des acteurs à part entière de l'économie du pays dans lequel elles sont implantées. Et c'est les fondations de ces pays, donc le nom de nos associations, c'est la Fondation Saris, la Fondation Sosucam, la fondation, les fondations. En fait, on dit que c'est le réseau des fondations Samdia. Le groupe Samdia en part entière, on n'a pas de fondation. C'est en réflexion parce que justement, on a bien compris aussi que parfois, pour capter des partenariats intéressants, il faut avoir un siège en France, il faut avoir une taille suffisante à présenter voilà, dans l'impact qu'on peut avoir. Mais aujourd'hui, voilà, on est quand même un réseau de petites fondations qui ont un nom de fondation, mais qui sont des associations. Et pour vous donner un ordre d'idée, l'enveloppe moyenne par an, c'est 500 000 euros que donc le groupe Somdia, donc Somdia siège et les filiales mettent pour pouvoir réaliser ces projets. C'est conséquent à l'échelle micro-locale, mais on ne va pas non plus très loin et on ne bouge pas. Voilà, on ne révolutionne pas la santé d'un pays. Mais de plus en plus, c'est ce que je disais, on s'ouvre quand même à des fondations et on a un très bel exemple de collaboration avec la Fondation CRIS. Voilà, où on a donc depuis 8 ans, la Fondation CRIS appuie la Fondation Sosucam, donc la fondation au Cameroun, sur des campagnes ophtalmologiques, puisque donc, comme je l'ai dit, on est dans des milieux très reculés. Et dans les diagnostics des populations et des besoins des populations, nos équipes ont remonté que l'accès à des spécialistes, notamment des ophtalmologues, des opticiens, est très compliqué. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'amener ces spécialistes auprès des populations. Et là, les fondations ont pour rôle de faire savoir que les spécialistes seront là, à telle date, etc., dans telle région, dans telle province, d'organiser avec la Fondation CRIS, donc la logistique, et l'appui, et la Fondation CRIS nous donne un appui financier pour l'achat de lunettes, de verres, de montures et de médicaments si besoin. Et nous, donc, on s'occupe, et ça, c'est un partenariat avec des centres de santé locaux. On fait en sorte que les populations cibles bénéficient d'une consultation jusqu'à la résolution de leurs problèmes. Et donc, c'est un partenariat qui a commencé il y a 8 ans, qui avait lieu au Cameroun et qu'on a étendu sur tout le réseau des fondations. Donc aujourd'hui, on appelle cette opération la caravane de la vue, puisque donc c'est une opération mobile, hein, itinérante. Et à titre d'exemple, sur la dernière opération en 2025, c'est 5000 personnes qui ont pu bénéficier d'une consultation gratuite et 4000 lunettes qui ont été distribuées. Donc, c'est un exemple de collaboration qui fonctionne et on est tout à fait ouvert à étendre ce type de collaboration, hein, encore une fois, nous, c'est vraiment notre seule priorité, c'est qu'il y ait vraiment, ça réponde à un besoin local. Voilà. Dans les communautés qui sont riveraines de nos sites, parce qu'on a quand même cette redevabilité auprès des communautés locales. C'est aussi dans une logique d'acceptabilité. Et on est donc j'ai parlé de la gouvernance, on va de plus en plus vers ce qu'on appelle des projets de convergence sociétale, c'est-à-dire faire cohabiter les aspects purement RSE des filiales, puisque les filiales ont leur politique de développement durable, donc que le groupe Samdia impulse, qu'elles appliquent en local. Et donc, on trouve des sujets de convergence sociétale où la filiale et les fondations travaillent main dans la main pour pouvoir résoudre un projet.
Donc, on a bien sûr les plans de gestion environnementaux et sociaux. Donc, ça, c'est géré par la filiale. Et puis après, les fondations, on voit comment est-ce qu'on peut s'associer. Un autre exemple qui est intéressant, c'est que, donc, je l'ai dit, on est filiale du groupe Castel. Donc, le groupe Castel reconnaît vraiment cette expertise qu'a le groupe Samdia sur la partie fondation et accompagnement du développement local. Et donc, par exemple, ils nous ont mandaté au Tchad pour faire un diagnostic sur les besoins des populations, notamment en matière d'accès à l'eau. Et donc, ça a conduit, donc ils ont financé. Donc, bon, c'est là, on est dans la même maison, mais ils ont quand même, le groupe Castel, financé à hauteur de 40 000 euros l'année dernière, 14 forages qui ont bénéficié à 40 000 personnes. Et là, on est sur une phase 2 où on a identifié qu'il y avait donc le groupe Castel au Tchad, donc Boisson Rafraîchissante du Tchad, dans leur filiale, utilise du riz comme intrant dans la production de bière. Donc, ils travaillent avec tout un réseau de producteurs locaux de riz. Et donc, on a aussi identifié qu'il y avait des besoins en matière d'équipement de séchage pour le riz. Donc là aussi, c'est quelque chose qui finance. Et l'autre réflexion euh, que j'ai eue, c'est que, donc, comme je vous l'ai dit, on a des ressources qui sont quand même assez limitées, mais on travaille de plus en plus aussi avec des associations locales. Donc des fondations d'entreprises qui sont présentes et qui ont vocation aussi à intervenir sur nos territoires d'implantation, mais aussi de plus en plus, on recherche des associations locales. Voilà. Donc, je note la dynamique partenariale extrêmement intéressante et l'engagement en matière de durabilité et de responsabilité sociétale de Grégory, le président, le directeur général, pardon, Du groupe Castel, et nous, Samdia, oui, Samdia, le parrain qui est président du comité d'orientation. Alors, côté avril. Côté avril, moi je vais dire juste deux mots très rapidement sur cette urgence à faire des coalitions, mais concrètes, sur des actions concrètes. Nous sommes vraiment positionnés comme une fondation d'action, mais nous nous complétons avec des fondations qui font du plaidoyer, donc il n'y a pas de plaidoyer, mais nous avons le même ADN, nous sommes cousins par exemple avec la fondation Farm, et Farm va faire du plaidoyer, nous allons faire de l'action. La Fondation de France, on a un projet là par exemple sur Madagascar, ils vont être sur de l'urgence, nous on ne sait pas faire, on sait faire du structurel, et faire du conjoncturel. Donc nous c'est comme ça qu'on veut travailler en fait. C'est vraiment seul on ne fait rien, il y a des choses qui sont très bien faites par d'autres. L'essentiel c'est juste qu'on les connaisse et qu'on se mette autour de table. Historiquement, on était connu comme la fondation qui structurait des filières en Afrique. Par exemple, la Fondation Avril, c'est un moyen. Structurer des filières est un moyen. La finalité, nous, c'est l'accès à une alimentation saine. On a parlé santé, on a parlé éducation. Nous, c'est l'alimentation. Tout acteur qui est susceptible de contribuer à l'accès à une alimentation saine, pour nous, est un acteur à mettre autour de table. À le financer, à le cofinancer, on cofinance, parce que on a aussi cette spécificité, c'est qu'on est une fondation, on ne va pas chercher de l'argent. Parce qu'on est actionnaire. Quand je regarde un groupe, c'est sympa. Mais c'est l'argent des agriculteurs. Ouais. Donc, on le défend de manière voilà, très, très, très structurée et structurante. Donc, voilà, c'est une chance, c'est une opportunité. On n'a pas besoin d'aller chercher. Par contre, on est toujours dans du cofinancement. Oui, Pierre. Donc, je peux dire un petit mot, ça donc ça, c'est vraiment cette façon de fonctionner, c'est quelque chose qui nous parle et on sort, j'avais des gens de l'AFP, je viens de me rassurer tout à l'heure, qu'on a fait un travail on a travaillé avec nos partenaires, tout notre écosystème il y a 2 semaines, en fait, on les a tous mis autour d'une table, les gens de la filière, les gens de l'AFD, les 5, 6 autres fondations, des agriculteurs et dire, et ce qui est ressorti, c'est de grâce, votre façon de fonctionner, faisons-le ensemble. Créons même des coalitions, des clubs de fondation, des clubs d'ambassadeurs, des clubs de prescripteurs. C'est vraiment ce qui est sorti et de dire cette façon que vous. Alors, c'est peut-être le fait d'être issu du privé, hein, moi je suis issu du privé, la notion de consortium, pour nous, elle est évidente. C'est vrai que de la mettre dans le public, de dire bah, il faut y aller ensemble pour que ça marche. À l'international, il y a beaucoup de sujets sur lesquels, voilà, alors, les Allemands, quand ils arrivent, il y a une façon d'arriver qui est ça, les Belges, voilà, selon les sujets, voilà, il y a cette notion de on y va ensemble sur toute la chaîne, c'est-à-dire il y a le financeur, il y a l'expert technique, toutes les personnes susceptibles de faire en sorte qu'on ait un 360 efficace sur le projet, viennent en tout cas dans le pays pour agir. Et donc, cette dynamique-là, on essaye
à notre humble niveau, hein. Encore une fois, on est une petite fondation issue du monde agricole, donc on ne parle pas beaucoup, c'est très rare. Samuel a été très perspicace. C'est vrai qu'on est, nous, pas du tout, on est vraiment dans le être reconnu. On n'est pas contrairement à ce que j'entendais tout à l'heure sur les autres fondations. Nous, le nombre de fois, on nous dit est-ce que vous voulez mettre la pancarte? Non. Par contre, si vous voulez mettre une formation derrière, ça nous intéresse. Que la Fondation Avril soit vue, ça ne nous intéresse pas. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment que les actions soient impactantes et qu'elles soient reconnues et que devant nous, la notoriété des autres fondations, la notoriété des autres acteurs du développement, pour nous, ça nous va. Très bien. Si c'est pas nous, ça nous va très bien. Donc ça, c'était juste pour vraiment rebondir sur ce sujet qui, je pense, enfin, on en reparlera certainement sur la dimension prospective de qu'est-ce qu'on veut faire demain dans l'environnement géopolitique que nous connaissons tous. C'est un sujet important, ce mode opératoire d'aller vers ça. Par rapport à la façon dont nous fonctionnons, comme je disais, faut faire un choix. Hein, voilà, on a cette façon, soit on amorce, soit on accompagne avec une majeure financement, soit on amorce avec une majeure expertise technique, soit on catalyse. Bon, la catalyse, on pourra revenir dessus après, mais peut-être je pourrais illustrer avec un exemple concret, l'exemple là en Côte d'Ivoire en ce moment, où on a alors notre gouvernance, on revient sur, on a le MASA et le ministère des Affaires étrangères. Donc on travaille dans les pays via notre ambassade, le conseil agricole de l'ambassade. Donc via le conseil agricole de l'ambassade et dans le cadre d'un cofinancement avec l'AFD, on est sur des projets où on va aller chercher cette expertise technique, nous, dans la filière, l'argent public de l'AFD, c'est important de le rappeler. On cofinance, hein, on vient compléter le ticket pour arriver à un projet transparent qui est à 1 million d'euros. Et on va aller répondre à un besoin, mais là, on est vraiment dans la coopération agricole internationale, la coopération de la France à l'étranger, en l'occurrence en Afrique. Et on va via un FEX, donc un fonds de partage d'expertise France-pays, en l'occurrence Côte d'Ivoire, pour venir créer un consortium. Nous, on va être le chef de file technique de ce consortium, mais on va aller mettre derrière nous tous les experts de la chaîne, semences, production, transformation, alimentation animale, alimentation humaine, pour toujours nourrir l'homme, ou des fois les animaux pour les hommes. Donc on va aller être, nous, ce chef de file de ce consortium, partenaire technique, partenaire financier et cofinancement avec l'AFD, et bénéficiaire, le ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture, toujours en majeur, et le MIRA, enfin le ministère de l'Élevage, forcément, à un moment, sur la partie alimentation animale, il va être impacté. Et tout ça, on va le faire avec cette démarche filière et surtout une approche co-constructive. Je m'entendais beaucoup parler aujourd'hui de l'approche de nos amis américains. Je connais très bien, on se connaît très très bien tous, mais voilà. Alors, nous, c'est vraiment la co-construction. Quel est le besoin local? Qu'on vienne demander l'expertise française, qu'on vienne la porter dans le pays, oui, mais on le fait en co-construisant. D'autant plus que notre approche, c'est une approche filière très particulière, hein, qui est méconnue. Hein. Le nombre d'Américains qui vous regardent en disant mais est-ce que vous êtes des prêtres en fait? Voilà, c'est un projet d'intérêt général, mais qu'est-ce que vous gagnez? Ben, non, c'est l'impact. Et cette démarche filière, c'est vraiment c'est une spécificité française, parce que nous, c'est cette démarche interprofessionnelle. On va dire, les Américains vont dire, mais pourquoi les producteurs doivent gagner et les transformateurs, mais non, non, mais c'est une approche filière. Donc, il y a un moment où il faut que tout le monde se mette dans cette démarche. Certains perdront, d'autres gagneront, jusqu'à ce que la filière soit structurée et construite pour qu'on arrive à l'accès à une alimentation, à une transformation pérenne. Intéressant, cette technicité, en fait, qui va tourner autour de la co-construction, Oui, et qui va articuler justement cette diversité d'acteurs, publics et privés. et privé, voilà. Et donc, ce n'est pas qu'une question de financement. Non. Tu notes, toi, Benjamin, justement, le développement de ce type de partenariat très technique, c'est une tendance à vouloir contribuer à nouer des partenariats publics-privés entre les acteurs. Tu veux Je finir vais peut-être juste Oui. finir sur le côté PPP. La question demeure. Voilà. La question demeure, après je la transmets à Benjamin. Nous, il faut noter que vraiment, voilà, on va être nous sur ce consortium, ce bénéficiaire. Nous, on va être dans le début, c'est-à-dire toute la partie diagnostic, toute la partie élaboration du plan d'action, parce qu'on a beaucoup de mécénat de compétences, forcément, de la filière aussi.
Et dès que, par contre, la dynamique partenaire privé, alors, tout au début, pendant qu'on construit le plan d'action, le gouvernement, donc qui est notre bénéficiaire et notre mandant, désigne qui il veut. Privé, public, nous, c'est pas notre sujet. Mais dès qu'on va être dans la mise en œuvre du plan d'action et qu'il y a une interaction avec le secteur privé, là, je reprends la casquette fruit, on va laisser la main à l'écosystème. C'est-à-dire que nous, on ne va pas rentrer en interaction avec le secteur privé, même si on sait que les gouvernements, mais nous le disent dès qu'on arrive, hein, le Rwanda l'a fait, la Côte d'Ivoire l'a fait, le Togo l'a fait, de nous dire, bah, nous, notre développement, il passera par le privé. On le sait, mais à un moment, on prépare le plan pour qu'il soit mis en œuvre. Mais on le prépare avec les privés qui ont été désignés en amont par notre mandat. Juste, voilà. Parce que sinon, après, ça serait les intérêts du groupe Avril et ce n'est pas C'est notre. clair, super. Je passe à Sur la question, juste, j'avais en tête que, en fait, il y a déjà, effectivement, on l'a rapidement évoqué, et c'est un peu dans l'historique, et ce sont des choses qui fonctionnent déjà bien. C'est-à-dire que les fondations, l'État et les gouvernements locaux ont déjà l'habitude, ou en tout cas des process pour travailler ensemble, dans les situations d'aide d'urgence et de crise humanitaire. Des réflexes sont déjà en place. Il y a là un comité de crise et de soutien au sein du Quai d'Orsay dans lequel il y a des fondations et sur lesquelles ben, voilà, il va y avoir effectivement de la levée de fonds, mais aussi du soutien technique, des situations d'urgence dans lesquelles on a déjà ces réflexes de travailler ensemble. Toute la question, c'est effectivement comment on organise cette capacité à travailler collectivement sur de la structuration et sur du long terme. Donc ça, c'est encore un autre enjeu, mais effectivement, on le voit beaucoup pousser. Il y a un point qui est quand même assez clé et qui de toute façon va nous pousser à aller dans ce sens-là. Moi, je discutais avec quelques fondations d'entreprises très récemment hein, qui interviennent en Afrique francophone, qui m'expliquaient, mais vous devez avoir ça à plein régime, que la situation politique elle est quand même extrêmement particulière. Marine utilisait le terme d'acceptabilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où il faut un peu travailler sous le radar de certains gouvernements qui ne sont pas complètement favorables à ce que des organisations françaises interviennent sur le terrain. Et ça pousse de toute façon de plus en plus à ces logiques de travail avec des acteurs locaux, de transfert de compétences, d'identification de multi-acteurs. Donc ça ne veut pas dire forcément travailler avec les gouvernements. Beaucoup de fondations m'ont dit qu'elles ne travaillaient pas avec les gouvernements, ou en tout cas qu'elles essayaient d'éviter. Donc, je ne sais pas si c'est un cas général, mais moi quelques-unes me l'ont dit en disant, bon, bah, il y a certains pays où on essaye d'éviter. Par contre, on essaye de cranter directement le travail avec des organisations locales et on essaye de ne pas apparaître au premier plan. Donc ça, c'est quand même un point intéressant. Je pense qu'il y aurait une démarche ultime qu'il faudrait qu'on pousse, mais bon, ça, moi, je ne sais pas le faire parce que on a déjà assez de travail avec le paysage français, mais je pense un des ressorts, ce serait d'arriver à développer de la philanthropie locale, de faire en sorte que les acteurs du terrain, il y a des entrepreneurs, il y a des gens qui ont fait un peu fortune, il y a déjà un certain nombre de traditions qui font que... Il y a des variations. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à promouvoir, et c'est peut-être avec eux qu'il faut qu'on arrive à créer des liens. La philanthropie, comme nous le faisons, la philanthropie elle existe localement. Je ne parlerai pas de la Fondation Mo Ibrahim, certains bien connus, mais la Fondation Sam sur le Maroc, qui est une fondation d'utilité publique aussi, la Fondation des Kangang. Enfin, non, il y a des fondations d'entreprises qui sont plaintes, mais peut-être qu'on ne les sollicite pas assez. Et ça, c'est un Il faut peut-être les aider. Il faut déjà qu'il y ait des entreprises et qu'on ait des fondations d'entreprises. Et oui. C'est-à-dire qu'il faut déjà un secteur économique privé robuste, renforcé, et la maturité des pays n'est pas la même. Il y a une maturité au Maroc. Il y en a au Sénégal aussi. Oui, il y a moins. C'est peut-être pas. Et puis, il y a d'autres solidarités, en fait, qui sont... Il y a des philanthropes individuels. Voilà. Et il y a aussi beaucoup de philanthropes. Pas que les entreprises. Voilà. Non, mais très bien, intéressant pour les bonnes idées. On peut faire lever le sujet, le prochain chantier, on verra. Mais peut-être juste, ça. en tout cas, nous, sur les OSC, lorsqu'on on a fait la manifestation d'intérêt sur les financements, aujourd'hui, on n'a pas de difficulté pour les OSC français, ça je tiens à préciser, à travailler dans les pays francophones, notamment même certaines
non pas bien sûr le financement, je viens de dire sur le financement public, mais le financement, propre financement, propre ressources, dans les pays du Sahel, pays où nous ne sommes plus au niveau public. Donc, en fait, il faut faire attention à penser que on doit être dans un enjeu d'acceptabilité. Je pense que vis-à-vis des populations, et certains groupes français le vivent au quotidien, ils sont très bien implantés et il n'y a pas de difficulté par rapport au secteur privé qui souvent, alors, qui a eu des enjeux sahéliens au niveau de relations publiques sur certains pays et encore sur certains pays, parce qu'il y a beaucoup de pays où Et certains secteurs. et certains secteurs, voilà, il faut quand même bien limiter les enjeux. Je pense qu'il faut faire attention à la généralisation sur l'Afrique. Je pense qu'au contraire, on a encore on a une très belle réciprocité. Je pense que vraiment ce qui a été mis en place, alors peut-être un peu tardivement, je dirais, cette réciprocité, cette co-construction systématique, etc., qui date finalement de l'après, on va dire. À partir de 2016-2017, et peut-être avec l'arrivée du président Macron qui, lui, a vraiment voulu porter cette nouvelle dynamique, il y a quand même voilà, de la co-construction systématique et ça passe. Je pense que l'enjeu plutôt aujourd'hui, il n'est pas tellement un enjeu d'affichage, mais un enjeu c'est win-win. En fait, on n'est pas, on vient non pas avec une vision philanthropique, on vient vous aider parce que vous en avez besoin, mais on vient parce qu'on apprend aussi de ces situations-là et parce que on a nous-mêmes des intérêts et que finalement la Terre est un bien commun. Et qu'à la fin des fins, si on n'agit pas sur les réserves en eau, même en Afrique, par des petits projets de forage, etc., si on n'assure pas ces enjeux de filière, parce que le monde aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, hein, les enjeux de souveraineté existent, mais on a quand même des flux commerciaux, même si des grands pays aujourd'hui essayent de nous expliquer que chacun, il y a des gagnants et des perdants. On reste, nous, sur une dynamique, je pense, en tout cas la France, sur une dynamique de on est gagnant-gagnant. C'est plutôt ça qu'on essaie de promouvoir et ce qu'on essaie de promouvoir depuis longtemps, avec les pays partenaires, quels qu'ils soient d'ailleurs. Donc, je pense que ça, il faut quand même qu'on arrive à se le redire et que par la RSE et les fondations, c'est ça qu'on doit arriver à présenter. On est sur une distorsion du monde aujourd'hui. On a ce modèle gagnant-perdant. Certains y participent. Gagnant-perdant même pour les femmes, hein. Le droit des femmes est en train de reculer dans le monde. On a fait cette conférence ministérielle récemment, là, qui était la semaine dernière et qui a montré justement qu'il y a deux mondes qui s'affrontent en termes de valeurs et d'égalité, de recherche des inégalités. Et puis, il y a ce modèle porté par l'Europe, même au-delà de la France et d'autres pays, dont nos pays partenaires, qui est, ben non, on doit être gagnant-gagnant. Et il faut absolument qu'on préserve ce modèle. Alors, en fait, tu me tournes une perche pour passer de la France à la francophonie. Voilà, tout simplement. C'est un enjeu d'équilibriste, hein, c'est pas non plus facile à nier. Pour proposer à Michel de venir intervenir, Michel de l'OIF, qui pilote justement un certain nombre de sujets de philanthropie. Michel, je te propose ma place, je dis quelque chose. Et je te donne l'opportunité peut-être de réagir, de rebondir et de parler aussi des projets et des enjeux que tu suis au sein de l'OIF. N'hésite pas à représenter de la structure. D'accord. Merci beaucoup, merci de nous avoir invités, donc d'avoir invité la francophonie à intervenir dans cette commission, donc sur RSE et les ODD. Donc, je suis la Michèle Ballot, je suis la chef de l'unité égalité femmes-hommes de la francophonie. Et donc, effectivement, nous agissons pour l'égalité donc entre les femmes et les hommes. Et depuis 2020, nous avons un programme spécifique sur cela. Mais peut-être rapidement dire, mais je sais que vous connaissez très bien la francophonie, mais nous sommes 90 États et gouvernements membres. Donc, nous sommes présents, en fait, depuis les Amériques jusqu'en Asie-Pacifique, au Vanuatu, Laos, Cambodge, Nouvelle-Calédonie. Et donc, et nous sommes une organisation de coopération internationale. Et j'aime bien insister dessus parce qu'en fait, c'est les États qui décident en fait de ce qu'ils ont envie de mettre en œuvre pour répondre à des problématiques communes, partagées. Et donc, nous agissons dans le domaine de la paix, de la gouvernance démocratique, de la diversité des langues et de la culture, de tout ce qui est environnement, développement durable avec le changement climatique, la transition énergétique,
mais aussi tout ce qui est économie et numérique. Et puis, nous avons au cœur de notre action les femmes, les jeunes et la société civile. Il en a été beaucoup question autour de cette table de la société civile, et c'est vraiment je vais dire, l'un des aspects que nous chérissons, et notamment dans le cadre du programme du Fonds La Francophonie avec elle. Donc, mais avant de parler de ce programme, en fait, nous avons une stratégie d'égalité femmes-hommes depuis 2018 et nous agissons sur 5 axes d'intervention prioritaires. Et la secrétaire générale, donc son Excellence Louise Mouchikiwabo, a défini 2 priorités, qui est donc l'autonomisation économique des femmes et l'éducation des filles, et notamment le maintien des filles à l'école, qui est une problématique dans notre espace géographique, dans notre espace francophone. Et donc, depuis 2020, donc, elle a renforcé l'action sur l'égalité femmes-hommes. Elle a créé, en fait, avec la crise de la COVID-19, elle a constaté que c'était les femmes qui étaient les plus vulnérables donc, aux crises. Et cette crise en particulier, puis depuis les crises politiques, environnementales, sécuritaires se sont multipliées dans l'espace francophone, et ça nous renforce dans la conviction qu'il faut encore agir plus pour les femmes et les filles de l'espace francophone. Donc, ce programme a été créé en 2020 et donc c'est le Fonds La Francophonie avec elle. Et donc c'est un programme pour l'autonomisation économique des femmes qui était prévu sur 4 ans au départ. Et puis on a vu les résultats, mais surtout aussi le besoin croissant. Donc les États ont décidé de poursuivre ce programme. Brièvement, ce programme aujourd'hui, c'est 100 000 femmes accompagnées dans 36 pays de l'espace francophone, et donc pour un montant total de 20 millions d'euros et 354 projets qui ont été soutenus, principalement en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, mais aussi beaucoup en Haïti. Donc, et pour cause, en raison de la crise, mais aussi au Liban, en Tunisie, au Cambodge, etc. Nous sommes dans 36 pays. Et donc aujourd'hui, on arrive, je vais dire, un peu à un carrefour, parce que 30 ans après Beijing, donc la grande conférence sur les femmes, on voit que il y a eu des progrès énormes qui ont été faits sur l'égalité entre les femmes et les hommes, mais on voit aussi un recul du fait des crises, et un recul dans de nombreux pays. Et donc c'est le moment aussi de redoubler d'efforts, et on se dit que le Fonds La Francophonie avec elle, c'est le moyen aussi pour nous de, je vais dire, de contribuer à apporter une solution, parce qu'on voit que lorsque, ben, concrètement, quand on interroge les femmes, quand on va sur le terrain voir les résultats des projets, les femmes autonomisées, donc elles subviennent à leurs propres besoins, mais elles subviennent aux besoins de leur famille. Elles permettent de scolariser, en fait, ça permet de scolariser leur enfant et de maintenir leur enfant en scolarité, et donc jusqu'à financer les études à l'université. Et on a constaté aussi, donc, elles ont un meilleur accès aux soins. Vous en avez parlé tout à l'heure de la question du soin, et notamment avec la Fondation CHRIS. Et donc, et aussi d'avoir accès aussi aux dispositifs, en fait, je vais dire, liés à à la reproduction, à la santé sexuelle aussi également. Et donc, on a essayé de chiffrer. On s'est rendu compte que elles multiplient en moyenne leur revenu par 3. Et ces femmes, en fait, nous, on est sur le tout premier niveau. Et c'est ce qui est pertinent pour nous dans le cadre de nos missions et de nos objectifs et de nos valeurs aussi au sein de la francophonie. C'est le tout premier niveau. Ce sont les femmes les plus vulnérables. Donc, les femmes analphabètes, les femmes âgées, qui souvent n'ont pas de pension, de système de protection sociale, qui sont obligées de travailler jusqu'au bout, qui sont charges de famille, qui sont mères célibataires, les femmes handicapées, les femmes migrantes, les femmes réfugiées, les femmes victimes de violences, et notamment de violences de guerre. Donc, on agit sur tout ce spectre-là, mais qui va donc, augmenter leur revenu par 3. Donc, pour 1 euro, on va dire, investi, ben, c'est 3 euros qui sont récupérés, mais qui sont, je vais dire, c'est 3 euros dans les économies locales. Et donc, en fait, ça va venir aussi accroître la prospérité des communautés
les communautés locales. Et donc, et puis on voit que il y a un autre effet, c'est l'effet de la confiance en soi. Ces femmes, elles prennent confiance en soi. L'image qu'elles renvoient est différente, mais surtout le regard qu'on porte sur elles est différent. Et elles deviennent en fait des leaders, parfois des leaders communautaires. Donc elles osent prendre la parole dans leur communauté, mais on a des projets où elles sont maintenant consultées, concertées sur des décisions communautaires. Et donc, tous ces aspects qui sont des aspects, en fait, indirects, deviennent très importants aussi dans le dispositif. Et donc, je disais aujourd'hui, on est un peu à la croisée au carrefour parce que c'est un dispositif, alors, nous sommes très contents, 100 000 femmes en 6 ans, avec un coût moyen de 400 € par femme, c'est très efficient. Mais effectivement, on est confronté comme tous à la raréfaction des crédits. Et donc aujourd'hui, on va de plus en plus vers le partenariat privé. Donc on a des partenaires privés, on a des partenaires privés au Canada, à Québec. On a eu on a un très beau partenariat avec Total Energy. Et vous parliez tout à l'heure, en fait, que certaines fois, les entreprises comme Orange ne passent pas forcément par leur fondation. Et c'est le cas. Total Energy n'est pas passé par sa fondation, mais c'est directement par la RSE ou des filiales. Et donc, ça a donné un très beau produit. Ils nous ont donc, ça fait 2 ans qu'ils nous soutiennent. On est sur la 3e année, le soutien. Et donc, je vais dire, c'est un partenariat gagnant-gagnant, mais pas dans une question financière. C'est dans l'impact qu'ils peuvent avoir auprès des communautés dans les environnements, vous en parliez, dans les environnements où ils opèrent. Et donc, en fait, on a été avec eux sur le terrain. Donc, on a été l'année dernière au Congo-Brazzaville, parce qu'ils ont une filiale au Congo. Et en fait, ils ont pu voir concrètement, parce qu'effectivement, de loin de dire, bon, on va donner, et puis ça va aider tant de femmes, et ils ont vu réellement l'impact pour ces femmes, mais à titre individuel. Je vais rebondir sur le terme d'impact. Oui. Où je vais aussi noter que Marine, opinée du chef, et qu'elle a peut-être des choses à faire sur les territoires de Samdea en collaboration avec l'EIF. Mais je vais poser, et ce sera la dernière question, je pense, peut-être moins de questions à la salle, à Priscilla. La notion d'impact, quel est son degré de prise en compte dans les travaux analytiques de l'OCDE? C'est une question qui n'était pas prévue. C'est finalement d'être sur le grill. Merci. Mais je sais que vous avancez de toute façon sur tous les sujets. Et c'est bien qu'on ait une visibilité sur ce qu'on arrive à avoir. Alors, non pas une grille universelle, parce que jusqu'à présent, c'est beaucoup trop compliqué. Chacun y va de sa propre mesure d'impact. Mais est-ce que vous voyez des tendances qui vont vers cette formalisation de l'impact? Et est-ce que c'est un sujet qui vous importe? Est-ce que vous avez besoin de ces données? Typiquement, parce que en fait, oui, bien sûr, je sais aussi, donner, hein, oui, toujours. mais à un moment, il faudrait Oui, non, consolider les données sur l'impact de manière générale oui. et avoir une grille qui puisse être partagée et normée. Voilà. Donc, Alors là, ce qui concerne le travail sur la philanthropie, on ne fait pas un travail sur l'impact. Donc, on ne collecte pas des données sur l'impact de la fondation. On ne l'a jamais fait, mais s'il y a un intérêt à financer un projet, on est là. Au niveau OCDE, on travaille beaucoup sur la question de l'impact. On a un centre qui s'appelle WISE, Wellbeing. Wellbeing. Donc là, il y a tout un travail sur 2 axes majeurs. Le premier, c'est le Beyond GDP. Donc, comment on peut commencer à intégrer des mesures de bien-être sociétal, donc social et environnemental, dans le GDP, c'est le PIB. Merci. Donc ça, c'est un premier axe de travail. Et là, en fait, mes collègues, moi, je ne travaille pas sur ça, mais ils sont en train de voir un peu comment on peut standardiser la récolte des données. Et au niveau des impacts environnementaux, c'est tout à fait plus facile parce que là, on a des science-based targets, on a c'est beaucoup plus facile.
au niveau plutôt des impacts sur les... Toucher juste voilà. Au niveau des impacts sociétals, c'est beaucoup plus difficile de trouver comment dire, des mesures qu'on peut partager. En fait, ce que je vois souvent, surtout parmi les fondations avec qui on travaille, c'est un compte des vies touchées, nombre des nouveaux voilà, postes de travail et tout ça. On essaye quand même de pousser un peu et de parler plutôt des outcomes. Donc voilà comment les choses ont changé grâce à l'intervention. Après, c'est très difficile de trouver des mesures qui sont partagées par tous, mais mes collègues sont en train de travailler aussi sur ça, notamment avec la Commission européenne. Ils ont voilà, des fonds qui viennent de DG Employment, en fait, mais c'est plutôt au niveau des pays OCDE. C'est pas un travail qui est fait. Ouais. Je pense que les entreprises françaises en Afrique seraient ravies d'avoir une grille, une formalisée partagée et qui permettent voilà, un peu de donner plus de visibilité sur ces questions et de dire voilà, moi personnellement, il y a des progrès constatés. Au-delà de l'OCDE, j'ai travaillé sur ça pendant 15 ans. Et franchement, je n'ai encore pas trouvé. On a le GEAN, Global Impact Investing Network avec Iris Plus. On a le International Foundation for the Reporting of Social. On a maintenant la Social Sustainability Task Force. Il y a plein de... Ça passe fort. À l'OCDE, ça passe fort. Quelqu'un va y arriver. Je ne sais pas qui, mais quelqu'un va y arriver. Les fondations d'entreprises françaises qui vont intégrer l'OCDE maintenant pour les... Voilà, à partir de demain, je vais vous envoyer les infos. Et... Je voulais juste dire une petite chose par rapport à la discussion qu'on vient d'avoir, juste parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais le 26 novembre, effectivement, on organise la journée sur la philanthropie en Afrique. C'est vraiment important, je pense, d'avoir plus de fondations françaises présentes, d'entreprises ou pas d'entreprises, peu importe. Surtout parce que le sujet qu'on va traiter, c'est la Domestic Resource Mobilization, donc la mobilisation des ressources locales. En ce moment, je participais à la conférence à Séville de Financing for Sustainable Development. Tout le monde parle de comment mobiliser les ressources locales. Et comme on est encore un peu dans un monde anglo-saxon, c'est un sujet waouh, non? Comment on fait pour intégrer les organisations locales dans notre projet? Vous le faites tous les jours. Donc, c'est vraiment important de montrer comment il n'y a pas seulement les États-Unis qui savent comment faire les choses. Il faut montrer des autres façons de faire les choses. Marine, Caddy, si vous êtes disponible, je vous invite à la table. Non, mais vraiment, parce que j'étais à Séville, je ne sais, la FD était là. Oui, bien sûr. On était avec papa. Oui. Et donc là, c'était incroyable parce que tout le monde parlait de ce nouvelle manière de faire le développement dont on mobilise les ressources locales. Première chose, la mobilisation des ressources locales, c'est pas seulement trouver plus de ressources avec la taxation, on parle beaucoup des taxes, des impôts et tout ça, mais c'est pas seulement ça. Deuxième chose, il y a une richesse des expériences locales, de philanthropie, de mobilisation des acteurs locaux, même à petite échelle, qui n'était pas vraiment le sujet de discussion. Donc, on a besoin vraiment de faire remonter toutes ces expériences au niveau national. Donc, participer, c'est gratuit. En plus, c'est gratuit. Et il reste. Pas abuser, peut-être une invitation, si vous voulez. Oui. Je l'ai, donc je pourrais la partager. Oui, pareil, on peut diffuser. C'est beaucoup. Ça se Oui, il nous reste donc je sais. Je suis un peu étonnée en fait qu'on n'arrive pas à mesurer plus parce que j'ai l'impression que les entreprises étaient de plus en plus redevables et incitées à publier des rapports sur leur RSE, des rapports chiffrés aussi sur leur fondation, etc. Donc je suis étonnée. Non, mais c'est deux choses peut-être C'est un vrai différentes. sujet parce qu'en effet, sur l'impact, il y a tout ce qui est de l'ordre du reporting extra-financier, Oui. notamment sur la gestion des enjeux ESG, c'est-à-dire la bonne gestion des impacts négatifs des activités, que ce soit par obligation juridique ou par éthique, par valeur morale. Et puis de l'autre côté, et moi j'aime réserver ce terme d'impact à l'impact positif lié à nos stratégies RSE, ça c'est encore en chantier. C'est encore en chantier. On a la CSRD qui travaille
sur la gestion des impacts négatifs, alors, qui contribue d'ailleurs aux objectifs de développement durable, puisque la réduction de l'empreinte, voilà, elle contribue à la durabilité. C'est aussi une question de qualité, hein, des rapports, on voit des rapports annuels, mais la qualité des données. Voilà. Alors là, ouais, ça c'est un vrai sujet autour du storytelling d'un côté et puis du truth telling de l'autre, hein, c'est-à-dire arriver à arrêter de raconter des histoires, mais repartir justement sur des faits illustrés, parce que voilà, Et c'est pour ça que sinon on verse dans le greenwashing. venez financer des projets qui existent, ils sont là, ils existent, ils sont efficaces, ils sont monitorés, audités, c'est des chiffres réels. Et ça, je pense qu'à un moment donné, ne pas être, je vais plagier Laurent Fabius, que j'ai entendu au Forum de Paris de la paix, mais qui disait effectivement l'accord de Paris, c'était, il y a 10 ans, on visait, on allait normalement avoir plus 4 à 5 degrés de plus, on est aujourd'hui à plus 2,8, donc on a finalement, il n'était pas si mal cet accord de Paris, puisque on a quand même réduit par 2 ce qui aurait dû se passer. Là, on est encore sur un long chemin, mais il disait aujourd'hui, on en est à un nouvel accord, et ce nouvel accord, il repose sur les 3 I. Implementation, innovation, inclusion. Et j'ai envie de dire action, en fait, inclusion, c'est ça, hein, et innovation. Et ça, on les a. Et nous les avons, et c'est déjà le cas. Alors, il faut juste qu'on se mobilise ensemble, vraiment. C'est pas juste, mais comme vous le disiez, je pense que c'est un enjeu de prendre la chose un peu à l'envers et pas en silo. C'est l'ODD 17. C'est l'ODD 18. 17 ou 17. Les partenariats, déjà. Les partenariats, des collaborations, des collaborations et des coalitions. Et voilà. Et en tout cas, nous, on est vraiment, venez, n'hésitez pas, on peut vous faire passer nos éléments, mais voilà, dans tous les pays africains, nous avons des projets qui sont structurants avec des partenaires locaux. Je vais passer la parole au président du CIAN, Étienne Géros, parce qu'il a notamment été très interpellé par l'impact de la baisse de l'aide publique en développement. On en a parlé en comité de directeur de manière récurrente plusieurs fois, et que c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles nous avons tenu cette session. Étienne. Donc, brièvement, je vais plutôt conclure par une question que je vais poser à Stéphanie, mais avant, une ou deux remarques que je retiens de ce qui a été dit. C'est d'abord, et ça on le savait, les entreprises privées, et notamment françaises, ont un rôle essentiel dans le développement, dans leur image, dans le partenariat avec l'Afrique, etc., qui est évidemment reconnu et qu'il faut mettre en avant. Je pense qu'on fait mieux que les autres, donc on n'a pas à rougir de ça. Deuxièmement, dans tout ce que vous dites, moi j'ai presque envie d'être un petit peu plus optimiste que vous. Je pense qu'il y a toute une partie, d'ailleurs vous l'avez dit à demi-mot, qu'on ne mesure pas, c'est la partie locale. Somdia n'a pas. Vous êtes plutôt quand même en relation avec les fondations en France. Et moi, je vois dans nos membres, beaucoup d'entreprises font beaucoup sur le terrain, même sans fondation. Et ça double, ça triple ou ça fait virgule fois 1,5, j'en sais rien. Ce sont même souvent des fondations parisiennes. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est fait, par exemple, depuis Marseille, est moins connu. Alors, par ailleurs, moins connu. Plus tu mets la preuve. Pardon. Ah bah oui, bien sûr. Et bon, alors ensuite, je voudrais poser la question à Stéphanie d'un sujet important qui a été évoqué, qui est le partenariat entre le public et le privé, qui me paraît essentiel. Il y a quand même pas mal de gens dans notre entourage, dans le domaine des fondations, qui disent on pourrait mieux travailler avec l'ex-aide publique au développement, les fonds publics, etc., de manière d'abord à améliorer leur efficacité ou leur rentabilité ou leur rendement, et deuxièmement, nous aider aussi pour faire des fonds d'amorçage ou alléger un peu le fardeau de la charge. Voilà. Donc, ça, c'est très bien, je crois que vous le faites. Et donc, moi, ma question, Stéphanie, elle est, quand vous intervenez, vous avez cité plusieurs millions, etc., c'est de la subvention à une fondation ou vous intervenez dans la gestion du projet? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, Alex, est-ce que vous prenez un projet parce qu'il vous est présenté par une fondation ou par une entreprise, ou est-ce que vous-même, vous allez le chercher, vous sollicitez? C'est pas pareil, parce que vous savez que nous, on a une idée qui est chère aussi, c'est que pour les fondations, évidemment, et pour les missions à impact, mais aussi pour les parties rentables et profitables du business, nous avons beaucoup de choses en tiroir et qui ont souvent besoin de fonds d'impact, de partenariats avec le public. Et l'aide publique serait, à mon avis, bien avisée, une toute petite partie d'affecter une petite partie de ces fonds
à financer les projets des entreprises, pas uniquement Alors, de ça, c'est un Vrai autre, impact. ça, c'est un autre sujet de financer des entreprises privées avec des fonds publics sur lequel je ne me lancerai pas. Mais sur la philanthropie et sur la société civile, on répond toujours à des appels à manifestation d'initiative. Donc, nous ne sommes jamais à l'initiative d'un projet. Nous ne sommes jamais dans la gestion du projet, puisque notre objectif, c'est d'appuyer plutôt les OSC, soit par des commentaires, c'est-à-dire qu'on a une lecture d'experts, on va regarder tel ou tel projet, en disant, bah, là, pourquoi vous n'avez pas mis ça? On questionne en tout cas, puisque c'est de l'argent du contribuable français, donc qu'il soit, on est très vigilant à la façon dont il est utilisé. Et on est dans l'accompagnement et comme je vous disais, eh bien, on vérifie la conformité, on fait des audits, on vérifie la redevabilité du projet. Et l'origine vient. Mais l'origine vient toujours à la fois de la société civile lorsqu'elle nous apporte des projets. C'est très, enfin, on n'a pas vocation, on reste un financier du développement, on n'a pas vocation à faire des projets. Par contre, on a vocation à être partenarial, et là-dessus, on est vraiment une plateforme. Et là, avec l'OIF aussi, nous travaillons. Et nous avons comme but de mettre le maximum de nos partenaires en résonance. Je vais vous redonner l'exemple de Sawiris parce que je l'aime assez. Lorsqu'une fondation locale m'appelle en me disant Stéphanie, est-ce que je peux mettre ton logo parce qu'il est mobilisateur, mais je ne te demande pas d'argent. Mais je sais que je vais faire venir grâce à toi Louis Dreyfus, la fondation Louis Dreyfus, parce qu'ils vont être rassurés, parce qu'ils savent que si tu as la gouvernance du projet, enfin, l'AFD, ta gouvernance du projet, il y a une réalité sur voilà, la bonne utilisation des fonds, etc. Ben, c'est très satisfaisant. Et ça s'est passé pas plus tard qu'il y a 6 mois. Donc, on a pu, nous, être partenaires d'un projet sans y mettre d'argent. Donc, ça, j'ai envie de dire, pour une banque, c'est idéal. Hein. Mais, C'est une la prémutation. subvention, Prémutation. mais Ne le dites pas trop parce que non, si, ils vont- non, mais je sais bien, mais ils l'ont déjà fait. On est quand même, pour le rappel, l'opérateur public qui subit la plus grosse coupe budgétaire si on en restait là actuellement, puisqu'on aura perdu 2 tiers de nos subventions publiques en 2 ans. Mais pour les prêts et pour les subventions. Sur le sujet, juste pour terminer là-dessus, nous, on est vraiment à votre écoute. Et aujourd'hui, on l'était déjà par le passé, mais je pense qu'il n'y avait pas encore. Nous, chez nous, voilà, on se dit, faisons ce fonds de dotation parce qu'on a compris aussi l'enjeu fiscalité, qui est pas neutre, voilà, sur lequel on était précédemment. On a fait un premier fonds de dotation il y a très peu de temps. Juridiquement, c'était compliqué à mettre en œuvre, et maintenant, ça y est, on sait faire. Donc, on peut en mettre en œuvre maintenant pour ces appuis, et on est complètement à disposition pour en discuter. Mais on ne mettra pas en œuvre. On peut à la fois peut-être mettre un petit ticket pour faire un appel, voilà, pour être sur l'effet de levier, mais surtout l'objectif, c'est de mettre les bons partenaires pour faciliter en fait ces interactions. Parce que, par exemple, réinventer des formations, je ne parle pas vite, vous savez le faire, mais réinventer des formations pour des entreprises et quand on sait qu'on a de la société civile qui fait ça, donc c'est le métier qui le fait très 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 bien et dans de nombreux pays, pourquoi en fait? Pourquoi pas simplement s'adresser à cet autre acteur français spécialiste? Et je vous donne un exemple, Schneider et IECD, ils ont fait beaucoup de projets ensemble. Pourquoi? Parce que Schneider a porté le mécénat de compétences, quelques équipements qu'ils avaient de disponibles dans le pays, et à côté de ça, IECD mettait des programmes qui touchaient un large public. Et ça, franchement, je pense qu'il faut qu'on soit plus dans cette dynamique. On a une chance en France, c'est on a de tout. On a une expertise publique reconnue, une expertise privée reconnue, des fondations qui sont extrêmement efficaces, des entreprises et des OSC. Et les OSC aujourd'hui, alors autant en Amérique latine, elles sont très proches des politiques publiques. Elles ont une capacité de dialogue depuis de nombreuses années avec les politiques publiques. Donc ça, c'est vraiment très important aussi. Ça permet d'avoir cette vision un peu plus démocratique du citoyen impliqué dans la politique publique. Mais en Afrique, ça commence à venir. On commence à voir voilà, de la société civile capable de faire du plaidoyer avec une influence auprès de certains gouvernements. Donc sur tous les enjeux pour nous, notamment de traçabilité, de redevabilité sur les chaînes de valeur, je pense que pour les entreprises françaises, c'est important. Alors, on a légèrement dépassé le temps, mais je crois que c'était intéressant et utile d'avoir cette conversation. On n'a pas eu beaucoup de questions, mais c'est
les échanges sont ouverts maintenant. Je vous remercie pour cette session, à toutes et à tous d'être venus. Et puis j'espère qu'il y aura des initiatives croisées qui vont être présentées à la fin du mois à la TDE directement. Parfait. Et on va venir vous voir. Une question de Pierre Jacquemot. Ça, c'est indispensable. Pas tout à fait une question, c'est deux remarques tirées d'expériences assez longues et une réponse que vous avez commencé à donner, mais le droit d'initiative sur des concours publics est inscrit dans la loi Berville de 2021. Donc il y a... Non, les deux remarques que je voulais faire. Quand vous êtes en représentant de la France et vous avez soulevé le pavillon France dans un pays africain, vous avez une durée de vie de 3 ans. Elle n'est pas suffisante pour savoir ce que font l'ensemble des acteurs parce qu'ils ne viennent pas vous voir. Et l'ensemble des acteurs, ce sont les entreprises, ce sont les fondations, ce sont les OSC, ce sont les ONG, les diverses associations, les collectivités locales, sans compter les acteurs de la recherche. Je parle d'expérience. Et de fait, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a un émiettement dans un certain nombre de pays, en particulier les pays émergents. C'était le cas de la Côte d'Ivoire qui est assez typique, le cas du Sénégal est encore typique, le cas du Maroc est encore plus typique, le cas du Togo commence à devenir assez typique, mais même le cas de la RDC devient assez emblématique. Donc, s'il vous plaît, allez voir les services de l'ambassade, donnez régulièrement l'information, d'autant que la loi que je viens de citer de 2021, pour ce qu'il en reste, donne précisément au poste ce rôle de coordinateur. Ça évitera, par exemple, que quand vous allez à Ziguinchor, ce qui m'était arrivé il y a peu de temps, avec une fondation française que je ne citerai pas, on était intéressé pour travailler sur l'insertion des jeunes en Casamance. On était à la chambre de commerce, il y avait plus de 10 projets empilés, inachevés, jamais capitalisés. Donc, ça, c'est un véritable problème, le problème de la cohérence et de la coordination. La deuxième chose, c'est que vous avez signalé rapidement la gravité de la situation en citant le chiffre de 2024 de baisse de l'APD. L'année 2025 est une année catastrophique. Et donc, c'est une année de rupture fondamentale. Et je salue l'initiative du CIAN d'être en plein dans cette réflexion. Mais on va rentrer dans un monde complètement nouveau. Pas seulement pour des raisons financières, baisse de 25 à 30% de l'APD française, 33% de l'APD européenne, les Britanniques n'en parlent pas. Il n'y a que les Irlandais et les Espagnols qui maintiennent un peu l'APD, et les Italiens pour des raisons liées à l'émigration. Bon. Donc on est dans un monde complètement nouveau pour des raisons financières, mais également pour des raisons politiques et idéologiques. Il y a une crise fondamentale sur l'efficacité, une contestation très forte politique sur l'efficacité de l'APD, et on revoit des slogans que vous n'avez pas connus parce que vous êtes tous beaucoup trop jeunes, mais les années 50, on devait privilégier la Corrèze plutôt que la Zambèze. Mais on revoit également d'autres slogans, y compris en France, plutôt le commerce que l'aide, de ce type de slogan. Donc, je pense qu'il est important de poursuivre, et je te félicite pour cette initiative, d'être déjà dans un autre univers, un autre paradigme complètement différent, et ce qui fait que l'articulation publique-privée doit et les travaux de l'OCDE doivent être salués, notamment sur cette question depuis 2 ans. L'articulation publique-privée doit être envisagée dans une problématique complètement nouvelle où l'APD est finie et récusée complètement, comme au nord, comme au sud. Sa manière d'exister jusqu'ici. Au sujet de groupe de travail, Il faut se mettre dans cette perspective. On ne peut pas y réfléchir à ce sens. La PDF fait aussi. Merci encore. Bravo à toutes et à tous.